Allez, comme promis, on revient sur cet l'effondrement de WeWork. On a encore eu des nouvelles cette nuit, sauvées de la faillite, donc cette nuit par SoftBank. Et on a envie de comprendre ce qui s'est passé pour que ce château de cartes s'effondre en quelques semaines. Encore une fois, début septembre, rappelez-vous, l'entreprise américaine spécialisée dans la location de bureaux partagés était valorisée quasiment un peu en dessous de 50 milliards, 47 milliards de dollars. Tout était en place pour une entrée triomphale à la bourse américaine, à Wall Street, pour que ce soit une des plus grosses IPO de l'année. Et puis, c'est l'effondrement, encore une fois, et ce plan de sauvetage en urgence dans la nuit. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Aujourd'hui, la valorisation de WeWork, je ne sais même pas s'il y en a une, enfin, avant le sauvetage, c'était 8 milliards. 47 milliards, 8 milliards. L'actionnaire de référence SoftBank qui met dans la nuit, voilà, qui annonce ce plan de sauvetage, une injection de 10 milliards de dollars. C'était cette nuit, encore une fois, parce que WeWork était à court de liquidité, était quasiment en faillite. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une décacorne, donc une licorne qui est en dizaines de milliards de dollars de valorisation, soit au bord de la faillite? Cette débâcle en quelques semaines. Alors, il y a plein de leçons. Franchement, c'est un cas magnifique, un cas un peu prématuré en fait dans notre scénario central, parce que vous allez voir que finalement, le vrai sujet aujourd'hui pour l'ensemble des actifs financiers, c'est est-ce que WeWork, au regard de l'accident qu'ils viennent de vivre, en fait, est le début d'une série d'accidents qui toucheront d'autres entreprises ou restent en fait accidentels. Le vrai sujet de fond, il est là et on va en parler. Mais d'abord, juste sur WeWork. Donc sur WeWork, mais c'est tout simple. C'est la notion de comment on arrive à faire disparaître autant. La valeur est une question philosophique. La valeur, c'est une question philosophique. C'est en gros l'envie des investisseurs de croire à un projet, surtout sur des entreprises qui sont des entreprises en fort développement. À savoir que le business model de WeWork, c'est tout simple. C'est un peu comme une pyramide de Ponzi. J'ai besoin d'argent pour investir beaucoup et je vous promets demain que ces investissements-là seront demain, rentables. après-demain et après-après-demain. Exactement. Et donc, en fait, c'est un vrai pari. Et c'est pour ça que je pense que le monde de l'investissement doit se réinventer. À savoir, ça ressemble un peu aux années 99-2000, vous savez. C'est à savoir qu'aujourd'hui, les gens ont valorisé énormément des projets. On n'est pas en train de valoriser en fait des comptes de résultats passés, des bilans passés. On est en train de valoriser en fait des business models et des business plans futurs. Sachant que la question de fond, c'est véritablement entre guillemets une pyramide de Ponzi, sans vouloir Ponzi, il n'y a aucune activité, anxiogène, mais globalement en fait aujourd'hui, les investissements sont faits au regard en fait d'argent qui est injecté, d'argent frais qui est injecté. En fait, ces entreprises pour le moment ne font que du brûler du cash, brûler le cash que leur donnent les propriétaires et les actionnaires. Alors, bien entendu… 2 milliards de dollars de pertes en 2018, c'est je ne sais pas combien de fois le chiffre d'affaires pour WeWork. C'est 2 milliards de pertes, on devait tourner entre 1,5 et 1,8 milliard, donc c'est de chiffre d'affaires. Mais de chiffre d'affaires, là on parle de pertes, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le chiffre d'affaires qu'il faut considérer les pertes. Ça veut dire qu'entre le chiffre d'affaires et la perte, vous avez 3 milliards et demi. Donc ça fait des montants qui sont des montants colossaux. Alors, c'est vraiment en fait une question fondamentale. Mais le business model ne tient pas de WeWork parce que SoftBank aurait pu se dire je passe par perte et profit malgré les milliards que SoftBank, le japonais, a investis. Ils semblent y croire puisqu'ils prennent le contrôle, il y aura un nouveau management. Il a été dédommagé, l'ancien président d'ailleurs, de manière un peu Bien sûr, non, mais le business model, avec des licenciements, encore une fois, qu'on imagine, des fermetures de bureaux et de certains immeubles. SoftBank croit donc encore au business model. Est-ce que je vais vous poser une question. Quand vous avez mis 10 milliards déjà sur la table, donc, on a envie d'y croire encore un peu. Non, mais voilà. Et puis après, en fait, ça ne vaut pas rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même en fait un besoin qui a été adressé par rapport en fait à cette activité. Donc ce business model est potentiellement rentable. Ça va dépendre en fait des charges associées, ça va dépendre en fait des loyers, des baux qui vont exister entre WeWork de demain et les sites qu'ils ont bien voulu acheter. La problématique probablement par rapport à ce business model, c'est quoi? C'est la vitesse. On passe de 200 sites gérés à plus de 500 en un an. En un an et demi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, tout le monde le sait, c'est-à-dire que les vendeurs des immeubles qui vont servir à faire du coworking, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que vous avez un acteur sur la place dont le sujet n'est pas le prix, mais la vitesse. Puisqu'ils ont annoncé que leur objectif principal, c'était… Quitte à surpayer. Et bien sûr. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous surpayez? Vous surpayez. Vous avez des loyers en fait qu'il faut assumer, qui sont beaucoup trop importants par rapport à ce que vous pourrez. Donc en fait, la notion du business model, bien entendu, en fait, cette idée est une belle idée. Mais en réalité, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pouvez avoir une bonne idée. La question, c'est quels sont après derrière, quel est le chemin que vous implémentez, vous suivez pour pouvoir en fait la transformer en quelque chose de rentable. Donc je pense qu'effectivement, et qui ne mérite pas d'être valorisé 50 milliards de dollars.
On verra à la fin. On verra dans 5 ou 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr que non. C'est-à-dire que ça ressent quand même beaucoup. Donc la notion de valeur est importante. C'est-à-dire que la question fondamentale par rapport au WeWork, c'est qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Parce que c'était... WeWork, c'est une foncière de bureau. Pardon, on nous l'a vendu comme une plateforme digitale disruptive, mais Mais j'ai envie de dire, en fait, libre aux investisseurs à ne pas croire au Père Noël aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a plusieurs leçons. La notion de valeur, la valeur, en fait, c'est pas un calcul mathématique en réalité, surtout quand on est face à des entreprises dont le business model, c'est de dire j'ai besoin de beaucoup investir tout de suite, mais croyez-moi, en fait, je réinvente le monde et demain, je vais gagner un paquet de pognon. Donc ça, c'est le premier. La valeur, c'est quelque chose, c'est un pari sur l'avenir. Donc après, la question fondamentale derrière, c'est qu'est-ce qui fait que des investisseurs aussi avertis que SoftBank ou d'autres demain, c'est pas des nœuds les mecs. Et voilà, ils soient allés. Et en fait, c'est la deuxième leçon qu'il faut avoir en tête. Et c'est là où on va en venir sur les années 90-2000 et la comparaison. Ils n'ont pas voulu passer à côté des futurs Facebook, Google et compagnie, c'est ça? C'est ça, mais en fait, au-delà de ça, en gros, vous avez là aussi la conséquence, vous l'évoquiez juste avant, en fait, quand même, d'un monde dans lequel les taux d'intérêt ont disparu. À savoir que vous avez plein d'acteurs, il y a beaucoup d'épargne à investir, mais en fait, il n'y a plus rien comme actif qui vous rend du rendement. Et donc, à l'époque, en fait, vous avez des acteurs traditionnels qui n'avaient pas vocation à aller sur ces sujets de private equity hyper risqués, à savoir valeur technologique. Il faut être très pointu, il faut avoir des capacités prospectives qui sont très développées. OK, certaines structures les ont en interne, mais il y a tout un tas d'acteurs en fait, qui ne les ont pas en interne, qui n'ont pas l'habitude de traiter ce type de dossier. Ça ne se traite pas comme un constructeur automobile, une licorne de ce type. Et la réalité, c'est que face à l'absence complète d'actifs qui pourraient leur rémunérer un certain nombre d'établissements bancaires, vous avez en fait des établissements bancaires qui vont sur ce marché. Parce qu'il faut y être, parce que c'est le seul endroit où à terme, a priori, on vous vend le fait que ça pourra générer du rendement. Et donc, il y a des erreurs qui sont commises tout simplement parce que c'est la conséquence de quoi? De la disparition de papiers, d'actifs financiers qui vous rapportent quelque chose. Et Exactement. Donc, les gens, progressivement, vont aller prendre Comme du la risque. plupart des papiers, notamment liés au taux, ne rapportent plus rien, les investisseurs ont besoin d'avoir un rendement et donc, ils se disent, voilà, où il y a une star de la tech qui arrive sur le marché, on veut en être parce qu'on n'a pas envie de passer à côté, de regarder le train passer, Google, des Apple, des Facebook. C'est un métier aujourd'hui qui est un métier qui est vraiment un métier de private equity et qui surtout en fait nécessite une vraie compréhension des nouveaux secteurs d'activité, notamment dans la technologie. Ça, c'est la deuxième leçon qu'il faut tirer. Donc attention, ça veut dire quoi au-delà de ça? Vous avez énormément d'acteurs traditionnels qui sont allés, entre guillemets, se mouiller et dans, je dirais, le financement, notamment dans le private equity, donc sur des types d'actifs qu'ils ne maîtrisaient pas historiquement parlant. Ça veut dire que si jamais la conjoncture continue de se dégrader, parce qu'il y a un peu de ça aussi dans WeWork, vous savez, quand tout se passe bien, c'est comme un peu les subprimes, quand tout se passe bien, il n'y a pas de sujet. Il faut remettre un peu le parallèle entre WeWork et les subprimes là. Alors, pour plusieurs raisons, c'est le fait que globalement, le concept des subprimes, il n'y a pas de taux de défaut, tout se passe bien à partir du moment où les prix continuent de monter. C'est-à-dire que si on est toujours sur un cycle où tout le monde achète la même histoire, si demain on achète l'histoire que les licornes réinventent le monde demain, eh bien vous allez trouver un autre établissement bancaire qui va vouloir bien mettre au pot, même si en fait il y a des pertes qui sont des pertes colossales, en fait qui continuent de croire au discours qui est celui en fait de demain va mieux se passer qu'aujourd'hui. Donc tant que vous avez déjà cette psychologie qui est en place, ça marche, sauf que vous n'êtes pas sans savoir que le ralentissement économique mondial aujourd'hui génère un peu d'anxiété dans le marché, ce qui fait que les gens adhèrent un petit peu moins à ces discours de je réinvente le monde demain et je crée beaucoup de richesse. Toutes les IPO, toutes les introductions en bourse, des lifts, sont à l'arrêt. Uber et compagnie. Sont à l'arrêt. Le concept de WeWork, pourquoi ça s'arrête? C'est parce qu'ils voulaient faire une IPO, que ça a été valorisé début d'année 47-48 milliards de dollars, et qu'en réalité, en fait, les gens vous disent ça aurait été valorisé entre 10 et 20. Vous vous rendez compte? Le dernier qui est rentré à 47 milliards, allez, non mais avant, près l'histoire en fait des dernières semaines, en gros, on évaluait l'introduction à entre 10 et 20. Vous imaginez la pomme? En fait, vous révélez la vraie valeur. Et donc ça, c'est. On se dit quoi? On se dit que ce crash, encore une fois, c'est un crash WeWork, c'est juste une success story qui a mal tourné ou c'est peut-être le début d'une série de faillites ou de déboires de grosses valeurs de la tech comme ça, de grosses licornes? Ça ressemble quand même étrangement aux années 99-2000. À un moment donné où il y a beaucoup d'épargne, où il y a effectivement des acteurs qui sont en capacité d'inventer quelque chose de nouveau et qui vendent ce concept. Alors ça vaut quelque chose, mais est-ce que ça vaut tout l'argent que ça a pu collecter? Il est peu probable en fait qu'on en soit là. Ce qui fait que, et ça c'est un sujet majeur pour l'ensemble des marchés financiers, comme on l'a beaucoup évoqué, on ne croit pas au fait que la macroéconomie, la politique ou la géopolitique soient susceptibles d'entraîner une fin de cycle sur les marchés financiers, à savoir que les investisseurs en fait se désengagent des actifs risqués, private equity bien sûr, et actions cotées par ailleurs. La seule chose qui peut amener un vrai arbitrage du type 99-2000, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une très forte récession pour ça, c'est quand les acteurs vont se rendre compte qu'ils ont valorisé des valeurs ou des entreprises qui sont en capacité de livrer la promesse qu'elles font aux investisseurs de celles qui ne le sont pas. Et donc le vrai sujet,
pour savoir si tout ça est le point de départ de quelque chose, c'est est-ce que dans le mois ou dans les 2 mois ou d'ici la fin d'année, WeWork est seul, finalement à révéler je dirais sa vraie valeur, à savoir en gros ouvrir le placard et voir que le cadavre tombe concrètement. Et si jamais vous avez 2 dossiers, 3 dossiers, 10 dossiers dans le trimestre à venir, à partir de là, c'est une prise de conscience pour l'ensemble des investisseurs et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas en fait un crack de liquidité, il y aura toujours beaucoup de liquidités à investir dans le monde, mais à partir de ce moment-là, les investisseurs acteront le fait qu'on a valorisé des bons dossiers comme les mauvais, ou des mauvais dossiers comme les bons. Et à partir du moment, le risque se révèle. Et là, vous aurez des arbitrages très forts, qui seront d'ailleurs injustes au départ, parce qu'au moment où on va avoir 5 à 10 accidents dans le mois ou dans les 2 mois, les gens vont se dire « Ouh là là, on n'a pas été en capacité de l'identifier, on ne sait pas ce que véritablement les gens ont là, donc je coupe tout. » Et c'est ça les grands arbitrages. Pourquoi en fait en 2000-2003 les actions font moins 55%, c'est-à-dire autant qu'en 2008-2009, alors que d'un côté vous avez une toute petite récession, un ralentissement quasiment en 2000-2003, alors que là vous avez 81 et donc vous avez la même conséquence, moins 55%. C'est parce que la première est un arbitrage associé en fait à une prise de risque inconsidérée, c'est-à-dire qu'on a valorisé des choses, c'est exactement la même histoire. On a valorisé à l'époque des télécoms comme s'ils étaient en capacité en fait de réinventer le monde. Et là, à partir de là, vous avez en fait une peur collective. Est-ce qu'on est au début de quelque chose Donc là, pour le coup, on ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a des niveaux de valorisation qui, dans le private equity, sont délirants. Il est évident que vous allez avoir un certain nombre de déboires, mais la question fondamentale, c'est à partir de quand la vraie valeur ou le cadavre, en fait, on ouvre le placard pour que le cadavre tombe, on est un peu surpris. C'est-à-dire qu'on estime que ce type d'accident, il est encore un peu prématuré pour les voir arriver, mais à horizon, plus le temps va passer, plus on va se rapprocher du moment surtout sur fond de ralentissement. Les mauvais, quand je dis mauvais, il faut faire attention, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire que les entreprises capables de continuer à réaliser leurs objectifs dans un contexte moins favorable, c'est ça le sujet, eh bien c'est ça en fait. Donc, et pour ça, il faut avoir un contexte moins favorable. Donc là, il commence à être moins favorable. On va voir en fait au fil des mois si ces accidents-là se multiplient. Si c'est le cas, clairement, les actifs risqués dans leur ensemble, pas que le private equity, tomberont probablement plutôt en bear market. Voilà, on n'en est pas encore là, mais on voulait revenir sur ce fiasco qui doit pousser les investisseurs à s'interroger sur les niveaux de valorisation. Merci, explication et point de vue, signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David.